Bienvenue à tous au printemps de la francophonie 2021. Nous remercions d'être là. Et aujourd'hui, nous avons l'immense joie d'accueillir Katia Boucheva. Elle est franco-russe, auteure, poétesse et slameuse. Nous sommes très ravis de vous proposer cet atelier autour de cet art. Le slam, comme vous le savez, c'est de la poésie déclamée devant un public a cappella. Et cet après-midi, nous allons avoir une initiation pour savoir comment slam. Alors, nous aimerions donner la parole à notre professeur de français, Madame Sevgi, qui nous a mis en lien avec Madame Bouchoueva. Merci beaucoup, les filles, c'est très gentil. Moi, je suis vraiment ravie d'accueillir Katia Bouchoueva parce qu'en fait, on a une connaissance commune qui est un professeur d'université à l'université Stendhal à Grenoble, qui est maître de conférence, qui a une chaire à l'université. Et c'est elle qui nous a mis en lien une personne extrêmement engagée dans la diffusion de la langue française. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment ravie d'accueillir Katia et merci à tout le monde, à tous les élèves, à tous les profs d'être là également pour cet atelier. J'espère que ça sera une belle après-midi pour vous aujourd'hui. Maintenant, nous invitons le directeur de notre lycée, M. Ojra, à prononcer quelques mots. Bon, d'abord, bonjour à tous et particulièrement bienvenue à notre intervenante. Dans la conversation qui a précédé, vous avez peut-être pu comprendre qu'hier soir, j'avais dit quelque chose, je vais clarifier. Moi, je n'ai pas l'habitude de mentir face à mes professeurs et à mes élèves, et donc j'ai dit à la fin que le slam n'est pas ce qui artistiquement me fait vibrer moi naturellement, d'accord? Mais j'ai le droit. Bon, je suis un homme du XXe siècle, c'est comme ça. Mais ça n'enlève en rien le fait que je reconnais que ce soit une chose qui est répandue et ça n'enlève rien au fait que je suis très content quand même que cette activité ait lieu parce que ça va donner, bon, en dehors de l'ouverture d'esprit, parce que c'est important de connaître tous les arts, y compris pour moi, j'ai appris des choses hier soir, ça va donner l'occasion avec les ateliers de faire travailler les élèves d'une autre manière sur la langue française et toute occasion de travailler sur la langue française d'une manière un peu différente est une très bonne occasion pour nos élèves. Donc, je suis très heureux que ça ait lieu. Le fait que j'ai dit clairement que ce n'est pas ma sensibilité artistique n'enlève rien à tout le respect que je dois à ça et à toute la confiance que j'ai dans le fait que le travail que vous allez faire, de mon point de vue, est un travail utile. Voilà. Et maintenant, je crois que j'ai assez parlé parce que ce n'est pas moi qui suis venu voir. Je voulais dire, il me voit assez souvent, non, sauf depuis un an. Mais voilà. Et donc, c'est vous qui devez passer le temps ensemble maintenant. Et comme je vous l'ai expliqué, j'ai une autre visioconférence beaucoup moins marrante qui m'attend. Donc, je vais vous laisser entre vous, voilà, en vous souhaitant de bien travailler ensemble. Voilà. Merci, M. Ojra. À bientôt. À bientôt. Merci. Donc, à présent, nous donnons la parole à Madame Bouchoueva pour qu'elle se présente et qu'elle commence l'atelier. Ok. Bonjour, bienvenue à Grenoble, en Rhône-Alpes. Grenoble se retrouve vers des Alpes, dans la région Rhône-Alpes, et c'est une ville, je ne sais pas si certains d'entre vous sont venus déjà en France, c'est une petite ville de 400 000 habitants à peu près, mais qui est très vivante. Et je suis très heureuse de vivre dans cette ville et aussi de pratiquer ma discipline artistique. Pour moi, c'est vraiment une chance. Voilà. Alors, je vais vous présenter un petit peu, dire quelques mots sur ma pratique, vous présenter aussi le livre autour duquel on va travailler et ensuite le texte qui va nous servir un petit peu de base pour notre atelier. Alors, donc, peut-être vous dire tout de suite, en écho à ce que vous a dit tout à l'heure, ce que nous a dit votre directeur, c'est que c'est vrai qu'on peut ne pas être sensible au slam ou n'importe quel d'ailleurs art, donc ça pose pas un problème. Alors le slam,
c'est une discipline, à la fois, certains le considèrent comme en genre, mais il me semble, au bout de voilà, ça fait déjà 20 ans un petit peu que le slam existe en France. Donc, ça a commencé dans les années 90 à Paris. Ensuite, ça a continué à Lyon, là où habite, à Vienne, à Lyon, là où habite Olivier, que vous avez vu hier, à Toulouse, dans d'autres villes. Et en fait, je pense qu'au bout de ces 20 ans, on peut dire que le slam se retrouve un petit peu comme au milieu de d'autres arts. Voilà, donc en fait, il s'agit d'un espace. Donc, je vous ai fait un petit cercle, une petite image qui peut être parlante. Donc, autour de cet espace qui est à la croisée de plusieurs arts et de plusieurs disciplines, vous avez les gens qui viennent de la poésie, comme moi, c'est-à-dire qui tiennent à ce qu'il y ait des livres, qu'ils soient publiés, que ça soit aussi une forme écrite qui circule. Il y a des gens qui viennent du théâtre. Par exemple, alors pour ceux qui ont travaillé autour de Sandra Bechtel, donc voilà, c'est une personne aussi qui vient de théâtre et de la littérature, qui écrit aussi de nouvelles, de romans. Il y a des gens qui viennent de rap ou du spoken word. Donc, moi, je pense à Zidrine, par exemple, dont certains d'entre vous aussi ont découvert le texte Léma Chancel. Donc, on est aussi à la frontière entre quelque chose entre le rap, musique actuelle, chanson. Voilà, donc il y a plusieurs, on est toujours à la croisée de plusieurs arts. Voilà, donc tout le monde se retrouve sur ces scènes. Et l'idée, c'est vraiment se tenir debout et être devant le public et dire les choses. Voilà. Après, j'imagine que vous avez vu la différence entre ce qu'écrit Sandra, ce qu'écrit Zedrine, ce que moi j'écris, ce que je vais dire tout à l'heure. Ça aussi, c'est toujours très différent. À Grenoble, vous allez prendre peut-être un petit peu le temps, si vous avez le temps ce soir ou dans les jours qui viennent, aller sur le site de la Bobine. C'est une salle de spectacle et café associatif. Donc là, vous voyez sur les photos la photo de cette bobine qui est voilà, son logo aussi. Donc ça, c'est un lieu qui est très vivant. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde. C'est un lieu où on programme les spectacles, les concerts de musique actuelle, le spectacle jeune public et aussi le slam. Donc, c'est là où le slam se passe à Grenoble, donc une fois par mois. Donc, je vous ai mis un petit peu quelques photos. Donc, ça, ce sont des flyers de nos soirées. Et là, c'est la grande scène qui accueille à peu près 300 personnes debout et 100 personnes assises. Donc, c'est assez beaucoup, en fait. Ensuite, voilà. Donc, c'est une scène qui existe depuis 2006, une fois par mois. Qu'est-ce que c'est qu'une scène slam? C'est à la fois une scène ouverte. Donc, j'imagine qu'Olivier vous a dû parler de ça. Donc, une scène où chacun a 5 minutes pour dire son texte, quelle que soit sa forme. Ensuite, il y a des improvisations. Donc, c'est quand on demande au public de dire quelques mots et ensuite on improvise à partir de ces mots-là. Il y a des artistes invités qui viennent. Donc, on peut se dire, ah, tiens, il y a cet artiste-là qui nous intéresse. Par exemple, Olivier, on l'avait déjà invité sur nos scènes. Il y a Slaminette. Donc, comme vous pouvez le deviner peut-être dans « et », c'est un suffixe en français qui veut dire que c'est un petit slam, quoi. Donc, ça, c'est le slam pour les enfants. Et le festival Nuit du Slam. Voilà. Donc, il y a plusieurs formes. Donc, plus de Pardon, est-ce que le slide, il défile ou on est encore sur la première image? Moi, je suis sur le premier slide. Ah merde! Attendez. Ça vous l'avez, cette image? On a toujours le titre « Rencontre et atelier avec les élèves ». Aïe, aïe, aïe. Je ne comprends pas. Attendez, je refais. Est-ce que... Est-ce que ça marche? On a la deuxième image. Oui. Ok, parfait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'ils ont une connexion. Peut-être qu'il y a... Donc, vous l'avez, cette image? Oui, on a le slam avec... voilà. Alors, vous l'avez là, cette image? C'est bon. Oui. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, voilà, c'est ce que je vous ai dit, qu'il y a plusieurs
plusieurs éléments. Voilà, dans le slam, vous avez à la fois la poésie, le théâtre, le spoken word. Donc, on est quand même face à une certaine éclectisme. C'est-à-dire que voilà, le slam, c'est au centre et des artistes issus de différentes disciplines peuvent s'intégrer, en fait. Voilà. Donc, chacun peut trouver sa place. Quelqu'un qui vient du théâtre peut trouver sa place en slam, quelqu'un qui vient de la poésie aussi, quelqu'un qui vient du rap aussi. Donc, c'est un espace ouvert à tout type d'inspiration. Voilà, donc ça, c'est les photos un petit peu de cette fameuse salle de concert dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est leur logo. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de monde devant. Ça, c'est la grande scène sur laquelle se passent nos soirées, donc qui contient à peu près 300 personnes. 300 personnes debout et 100 personnes assises. Ça, c'est nos flyers. Voilà, donc on essaie de créer des visuels chaque fois pour que ça soit parlant. Et ensuite, voilà, quelques chiffres. Donc, c'est des scènes qui existent depuis 2006, une fois par mois, une scène ouverte qui contient à la fois des improvisations, une scène ouverte où tout le monde peut venir son texte, des artistes invités. Donc, on a déjà invité Olivier, une slaminette. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez le suffixe « et » qui indique qu'il s'agit du slam pour les petits. Voilà, donc là, c'est quelque chose qu'on fait avec les écoles du quartier. On propose des soirées slam, des après-midi slam pour elles, et le festival Nuit du Slam. Ensuite, vous avez à peu près plus de 100 personnes à chaque soirée, 20 personnes sur scène qui montent pour dire leur texte. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? On va passer à l'atelier directement? Madame, j'en aimais. Hier, on avait fait une réunion avec Monsieur Olivier. Et on a regardé une vidéo qui explique le début du slam, qui est né aux États-Unis, je pense. Et il a dit que l'homme a dit que j'ai vu des écrivains qui ont performé leurs poèmes, mais il a dit que c'était un peu ennuyant, donc je voulais faire quelque chose un peu plus amusant. Donc, je pense qu'avec... au début, je crois que le slam, c'était un peu plus poétique que vous avez expliqué. Alors, je ne vous ai pas entendu. Qui est soigné de la poème, de la poésie. Attendez, je suis désolée, j'ai une connexion qui a coupé, je ne vous ai pas entendu. Doro, tu peux répéter parce qu'on a eu un problème de son en fait à la fin. Je pense que le slam s'éloignait de la poésie. Elle demande, en fait, je crois que la question c'est ça, puisque le slam, c'est de la poésie orale, oui. Et que Mark Smith pensait que les soirées de poésie étaient ennuyeuses, il a décidé de faire ça de manière plus amusante. Ah oui, n'est-ce pas, Doro? Et elle demande si, en déclamant la poésie orale de manière plus ludique, est-ce que ça ne s'éloigne pas de la première fonction de la poésie? Je crois que c'est ce qu'elle a voulu dire, mais ça a coupé. Bonne question. C'est une bonne question auquel on essaie de trouver des réponses. Et en plus, ça fait 1 an qu'on n'a plus vraiment de scène ouverte, où on a des gens vivants devant nous. C'est une très bonne réponse. Hier, de très bonne question, pardon. Hier, en discutant avec vos enseignants, je me suis dit qu'en fait, pour moi, le livre est important. Moi, je viens de la poésie, donc j'aime bien avoir des livres, tout ça, écrire. Voilà, j'ai une grosse bibliothèque chez moi. Mais le fait de le dire devant les gens, ça ne me fait qu'apporter en fait de réflexion et du rythme dans l'écriture elle-même. Je pense que ça dépend des personnes. Pour moi, en tant que poète et slameuse, ça ne pose pas un souci. Au contraire, ça ne fait qu'enrichir mon texte. Par exemple, quand vous êtes devant un public,
qui souvent ne sont pas des professionnels forcément, c'est des gens qui viennent juste écouter, qui n'ont pas forcément de grandes connaissances en poésie ou en slam. Le fait de voir ne serait-ce que leur visage, leur réaction, leur sourire, ça nourrit le texte. Ça ne peut que nourrir le texte et ça permet aussi de se rendre compte qu'est-ce qui marche ou ne marche pas dans le texte, presque d'une façon intuitive. Voilà, non. Moi, la question, ça serait non. Ma réponse à cette question, ça serait non, en fait. C'est-à-dire, ça ne déforme pas. Au contraire, ça ne fait qu'enrichir. D'accord, Voilà. Madame Maïs. Mais pour moi, peut-être pour d'autres personnes, ça serait une perte de sens. Voilà. Ben, merci pour cette question qui me fait réfléchir aussi. Alors, aujourd'hui, on va travailler autour d'un texte qui s'appelle Petite chèvre et qui est issu de ce livre. Là, je veux juste... alors, je suis très contente parce que ce livre a été dans la première sélection du prix francophone. Donc, je me permets de vous le montrer parce que c'est quand même le printemps de la francophonie en ce moment. Et donc, voilà, c'est un livre qui a été choisi dans les 20 premiers livres pour le prix francophone du Festival de la poésie de Montréal. Et donc là, vous avez plusieurs artistes et vous voyez bien que tous n'ont pas le nom français. Par exemple, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Şehmus Daktekin, qui est un poète turc, par exemple, qui est kurde turc, qui habite en France. Et j'aime beaucoup son livre De la bête de la nuit. Il y a d'autres personnes aussi d'origine francophone, qui ont d'autres origines qui ne sont pas forcément françaises, comme Linda Maria Barros, qui est roumaine. Vous avez aussi des personnes qui viennent d'Haïti, de Sénégal. Voilà, c'est assez. Alors moi, même si je participe à ce prix, moi, si Şehmus Daktekin gagne, je serais très contente. J'aime beaucoup cet auteur. Voilà. Ensuite, on va travailler autour de ce texte. Donc, vous avez le texte qui est là et la couverture du livre. Ce que j'aimerais vous faire, peut-être au lieu de vous laisser lire ce texte, on va l'écouter. Donc, c'était filmé en juillet 2020 au lac La Fraie, plateau Montésine, près de Grenoble, à 30 minutes de chez moi. Voilà. Pour moi, c'était important d'enregistrer comme ça, dans un environnement qui n'est pas forcément professionnel, avec un lac derrière. C'est un lac que j'aime bien y aller. C'est une vidéo qui est aussi mise sur le site des éditions. Donc, du coup, pour répondre à la question, est-ce que l'édition, le livre va avec la vidéo ou le fait de dire, bah oui, c'est les éditions qui m'ont demandé d'ailleurs de le faire. Donc, on va écouter. Et moi aussi, un jour, je sortirai de mon placard la croix des vieux croyants de Sibérie, la tête de Marx, les lunettes de Tchikov. Et je viendrai et je dirai à Ankira, s'il vous plaît. Et lui aussi, un jour, elle arrivera avec son livre sacré, son Avesta, toutes les sentences de Zoroastre sur le front, viendra dire pardon, arrachera votre astre. Et lui aussi, et vous, tous, toutes, le ridicule ne tuera pas, se noiera dans un petit verre. L'Indien de l'Amérique et de la Drôme, de la Savoie, de Naples, de la Sainte Russie. Écoutez le bon vin, mangez la bonne musique. Les barbus sous la pluie du mois d'août viendront aussi, mais s'ouvre la mer, se casse la porte et c'est les gars de l'Atlantide qui l'emportent. Au début de l'amour, à la fin de l'été, à travers le plus long, le plus froid corridor, chacun viendra avec son bout d'identité, tout petit, tout chaud encore, touché, chaton, petite chèvre, Voilà.
Donc, du coup, est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que vous avez, si vous n'avez pas tout compris, dites-moi. Est-ce qu'il y a les mots qui vous ont... Je vous remets le texte. Est-ce qu'il y a des mots qui vous ont touché plus que d'autres? Moi, pardon, je suis peut-être pas censé intervenir. Il y a un truc qui m'a impressionné, qui m'intéresse. Vous n'avez pas du tout d'accent particulier quand vous nous parlez. Et dans le petit film, je trouve qu'il y a un accent assez marqué. Oui, C'est oui. voulu ou c'est sans s'en rendre compte Non, c'est naturel. Mm. C'est marrant la différence qu'il y a quand vous déclamez slamé et quand vous parlez. Oui, 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 oui. Intéressant. Hein. Ben, Et en fait, moi, j'ai reconnu dans certains mots vraiment l'accent aussi de Grenoble. Ah oui, d'accord. Ah oui, surtout au niveau, tu sais, Katia, à Grenoble, on appuie beaucoup la fin des mots. Oui. Et à un endroit, je crois que c'était quand on t'a dit Avesta. Oui. Là, c'était vraiment très typique de Grenoble, Astre. Là aussi, Astre. Tu vois, tu fais comme moi, tu prononces bien le E à la fin. Oui. Et il y avait aussi des intonations slaves, en fait, russes. Et c'était rigolo, ce mélange. Oui. Et je suis contente que Laurent aussi, il ait la même réaction que moi. Ah bah, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que moi, j'ai pas... Voilà, ça, c'est pour répondre encore à cette question d'une des élèves, c'est est-ce que ça enlève ou ajoute quelque chose? Bah, ça ne fait qu'ajouter des réflexions et des questionnements qui ne font que nourrir les choses. Alors, concernant la fin des mots, c'est vrai que certes, je m'adresse aux élèves, certes, c'est en accent grenoblois, mais c'est aussi ce que font les artistes. Très important de bien appuyer sur les consonnes, parce que c'est comme ça qu'on entend aussi les voyelles et les fins de mots, bien les prononcer. C'est vrai que ça fait partie de l'accent grenoblois et du coup, bah, voilà. Mais quand même, c'est très important de le faire pour pas que la phrase, on verra tout à l'heure quand on va s'entraîner et dire les choses et dire les bouts de poèmes, ça permet de ne pas faire retomber le texte à la fin. C'est très important pour qu'il reste un peu suspendu et pour qu'on l'entende. Voilà. Donc ça, c'est appliquer tous cet accent grenoblois quand vous le pouvez. Ça vous permet de garder votre texte vivant. On ne peut pas qu'il retombe comme un queue qui tombe. Voilà. Alors, autour de ces textes, donc on reviendra ensuite sur le texte en entier, mais je voudrais quand même juste de reposer ce questionnement. C'est quoi la poésie? C'est quoi le slam? Donc, il y a je me suis un peu trompée il y a une petite faute là. C'est Grand corps malade. Il dit le slam, c'est avant tout une bouche qui donne et des oreilles qui prennent. Alors, j'aime beaucoup cette expression-là. Ensuite, là, j'ai mis des petites phrases que j'ai entendues par-ci, par-là, qui ressortent aussi des différentes discussions qu'on a entre artistes, slameurs ou poètes. C'est que les textes vont rester. Après nous, ils vont témoigner de notre passage. C'est ce qui va rester. C'est comme les documents. Ensuite, pour moi, le slam et la poésie, c'est aussi dire autrement. C'est-à-dire, il y a une déformation. D'ailleurs, Laurent, vous avez remarqué, voilà, j'ai un accent. Et il se passe quelque chose quand on dit le texte poétique. Il y a quelque chose qui va ressortir qu'on n'a pas forcément dans notre langage de communication, de travail, d'études. On est dans un autre type de langage. Et ensuite, la poésie met en lumière les changements dans la langue. Donc, il y a des choses dans la langue qui sont là, dont on ne se rend pas forcément compte. Et c'est vraiment dans la poésie qui nous permet de les mettre en lumière. Et puis, il y a des différentes... Chacun, moi, ce que je peux aussi vous proposer, si on a le temps, après, ou demain, continuer à réfléchir à cette question, en fait. Cette question n'est pas fermée. Les réponses, ils varient d'une époque à l'autre. Vous allez voir, il y a même la figure du poète, elle a changé au fil des siècles. Il y a des moments dans l'histoire, le poète, il était considéré plutôt comme un prophète. Dans d'autres moments, il était considéré comme un rebelle. Il y a des poètes qui ont participé aux révolutions, à la politique. Dans d'autres moments, c'est aussi... Voilà, donc ça change un peu le rôle de la poésie en fonction de l'époque qu'on vit. Et donc, c'est aussi en fonction de soi-même.
Donc, ça peut changer. Vous pouvez, chacun d'entre vous peut avoir sa propre définition du slam et de la poésie. Peut-être à la fin de cet atelier, on pourrait aussi inventer la vôtre. Alors, pour l'atelier, c'est quoi l'atelier? Donc là, je vous donne cette phrase, si vous pouvez la noter, il va vous ouvrir pas mal vous donner pas mal de clés, en fait, sur ce qui peut être atelier. Donc, la fonction de l'artiste est fort claire. Elle doit ouvrir un atelier et prendre en réparation le monde par fragments comme il lui vient. Voilà, donc ça, c'est Francis Ponge, un auteur du XXe siècle, qui dit ça. Donc, en fait, donc là, il y a un petit lien entre l'atelier et l'écriture en soi. Donc, c'est en fait, l'idée, c'est de réparer. Il y a toujours quelque chose qui est cassé dans la réalité, quelque chose qu'on n'arrive pas à dire autrement que par la poésie. Donc, si vous pouvez le noter. Ensuite, je vous enverrai ce PowerPoint, mais voilà, si vous pouvez noter en moins le mot réparation, c'est-à-dire qu'il s'agit de réparer quelque chose. Voilà. Ensuite, atelier, c'est quand? Ça peut se passer à n'importe quel moment. Donc là, on est en classe tous ensemble, mais ça peut aussi se faire dehors. Il peut aussi y avoir des ateliers, par exemple, si vous êtes 2 ou 3 chez vous, vous pouvez faire un atelier à 2, à 3. Avec qui? Ça peut être avec un enseignant, mais aussi quand vous avez fait avec votre enseignant, votre professeur, mais ça peut être aussi avec un artiste comme moi. Vous pouvez aussi faire un atelier juste entre vous, entre pairs, entre les élèves. Et avec quoi? Là, on va partir sur un texte de ce livre, mais ça peut aussi se faire juste sur 2 mots sur lesquels vous avez travaillé, ou peut-être les articles de journaux. Voilà, donc c'est très varié. Ou les chansons. Alors, dans le titre de ce recueil, moi, je ne sais pas si vous voyez, donc le titre, c'est Doucement, avec le point d'exclamation entre parenthèses. Et ici, j'ai voulu mélanger 2 notions, c'est-à-dire une notion d'une douceur, de silence, de tendresse, et ordre, violence, danger. Voilà, donc pour moi, il y a deux éléments qui sont ensemble. Et donc, ce livre va se lire de 2 façons. Comme un adverbe désignant une action douce ou lente, mais aussi comme une injonction qui exhorte à plus de douceur. Voilà, donc c'est une double lecture. Et ça a un lien avec les choses que je traite dans ce texte. Est-ce que je ne vais pas assez vite? Je ne vais pas très vite, non? Ça va? C'est le Guy? Oui, j'aimerais juste un petit peu expliquer, pardon, Ilkim, tu voulais dire quelque chose? Ah non, moi j'ai dit que donc, ça va pour moi. Oui. Je voudrais juste qu'on explique le terme exhorter parce qu'en fait, je ne pense pas qu'ils le connaissent. Exhorter, c'est-à-dire donner en ordre, quelque chose qui incite fortement à plus de douceur ou plus de lenteur, ce qui en soi bizarre. C'est-à-dire que voilà, donc l'idée, c'était de créer une espèce de tension au sein d'un titre. C'est qu'à la fois dire une chose douce et une chose pas douce du tout, quelque chose de violent dans un même titre. Donc, d'où cette idée que j'ai eue. Et c'est en lien avec le thème du recueil, qui pour moi est en fait qui interroge l'identité. Donc, on exergue 2 textes en écho au titre contenu pour donner le tempo un petit peu. Donc, vous avez la chanson Douce France, que certains d'entre vous peut-être ont appris à l'école. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Donc ça, c'est une chanson de Charles Trenet. Et ensuite, un extrait de Patrick Dubost, qui est un poète contemporain, qui habite à Lyon, qui connaît aussi Olivier, qui, dans un de ses poèmes, il dit « Pourquoi tout doit-il commencer si doucement ?» Donc, commencer si doucement, on peut imaginer que ça finit pas si doux que ça. Donc voilà, ça c'est les deux extraits aussi sur lesquels je me suis appuyée. Et ça, c'est pour vous montrer aussi que quand on écrit, on s'inspire aussi des autres. Voilà, donc moi-même, mon atelier, c'était ça. Moi, mon atelier personnel, parce que l'atelier aussi, ça peut se faire tout seul,
c'était de réfléchir à partir des textes des autres, en fait. Voilà. Alors, la première phrase, donc là, je vous montre mon petit atelier, ma petite cuisine. La première phrase que j'ai inventée en marchant dans Grenoble, c'était « Et moi aussi, un jour, je sortirai ». Et en fait, je sortirai quelque chose, donc les objets. Et là, donc, je me suis dit, moi, mon idée, c'était écrire sur l'identité. Il y avait deux identités, donc une grande identité qui est en lien avec nos pays, qui est en lien avec nos villes, et une petite identité, entre parenthèses, entre guillemets, pardon, qui est en lien avec ce qu'on peut vivre. Donc, moi, dans les grandes identités, qui est toujours plus délicat à en parler, hein, parce qu'on est face à quelque chose qui est des fois politique, hein, enfin voilà. Il y a pays, Sainte-Russie, Atlantide, qui est un pays qui n'existe plus, ville, Naples, religion aussi. Donc là, je parle de vieux croyants, parce que dans ma famille, il y a des vieux croyants, c'est une branche de christianisme. La croix, les barbus, voilà. Ça, c'est des choses qui sont pour moi un petit peu aussi presque stéréotypées que je mets dedans. Et vous allez retrouver dans le texte. Et ensuite, ma petite identité, qui est une identité des choses que j'aime. Là-dedans, il y a la pluie, il y a l'été, il y a le mois d'août, il y a la mer. Ensuite, il y a les animaux que j'aime, ce sont des chats et des chèvres. Et ensuite, il y a des écrivains que j'aime. Voilà. Donc, pour moi, il a fallu que dans ce texte-là, j'ai à la fois des choses qui relèvent de mon identité, on va dire, qui est sur le passeport, mais qui est aussi visible, hein, parce qu'on parle langue, parce que regardez, même, je n'arrive pas à me défaire de mon accent, même ça fait 20 ans que je vis ici. Et à la fin, ma petite identité, qui n'est pas forcément visible, qui, quand je dis petite, entre toujours guillemets, qui est intime. Et là, donc, j'ai mis, il y a un jeu. Donc, dans ce texte-là, je ne dis pas ouvertement que je suis russe, mais on doit le deviner. Voilà. Alors, du coup, ce qui se passe pour moi, c'est aussi qu'ensuite, je réfléchis que dans le mot « mais moi aussi, un jour, je sortirai », il y a aussi « aussi », c'est-à-dire que ça, donc il y a moi, hein, donc moi en Russie, moi en France, en kir, s'il vous plaît, donc ça, c'est vraiment en France que vous avez le kir, le vin, mais il y a aussi les autres. Dans le « aussi », il y a les autres. Et les autres qui ne sont plus là, comme le pays qui s'appelle Atlantide, qui n'existe pas, qui a été englouti dans la mer. Et ensuite, vous avez les autres qui sont toujours là et qui vivent dans d'autres villes, Naples. Voilà, donc là, il y a, pour moi, dans les moi aussi, moi, je vais montrer ce que je suis. Mais quand je dis moi aussi, c'est-à-dire que les autres, ils vont montrer aussi. Voilà. Et ensuite, j'ai écrit mon texte comme ça, avec des mots qui s'enchaînent. Donc, vous avez ma première phrase, et moi aussi, un jour, je sortirai de mon placard. Ensuite, il y a les identités qui arrivent, donc Martchikov, Naples, Savoie, Sainte-Russie, Atlantide. Et ensuite, vous avez l'amour, en fait, aussi que j'ai mis dedans, c'est-à-dire mer, tout petit, tout chaud, chaton, vin, musique, été, c'est toutes les choses que j'aime et qui consistent, qui en fait font partie de mon identité, qui n'est pas forcément visible. Alors, ce que je vais vous... Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Est-ce que je peux demander quelque chose? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire un kir? Voilà. Alors, un kir, c'est un vin, en fait. C'est ce qu'on... C'est le seul boisson, d'ailleurs, que j'arrive à boire, parce que j'aime pas trop l'alcool. C'est un vin avec Laurent, sirop de cassis. Avec le sirop de cassis. C'est un vin blanc cassis. C'est un vin blanc cassis. Et moi, c'est le seul vin que j'arrive à boire parce qu'il y a le goût sucré, en fait, très prononcé. Donc, sinon, je n'arrive pas à boire du vin. Et donc, du coup, quand je dis ça en kir, s'il vous plaît, je suis française quand je dis ça. Alors que juste avant, dans la phrase, je suis plutôt russe. Donc, Marx, Tchekhov, la Sainte-Russie, la croix des vieux croyants. Donc, j'arrive avec tout ça et puis je demande un kir. Donc, il y a voilà, une double identité. Voilà, donc dans l'identité, j'ai mis des noms, des lieux, des livres, des objets. Et ensuite, dans l'amour, j'ai mis des sensations. On va revenir, je vais vous remontrer le texte. Et voilà, et tout ça comme une petite machine. Donc, ça s'enchaîne. Voilà, il y a un mécanisme qui se crée.
Attendez, je vais peut-être revenir à la fin. Ah non, il y a un mécanisme qui se crée et qui fait que le texte prenne forme et prenne plusieurs sens, en fait. Alors, ce que je veux vous demander, juste dans un premier temps, c'est dans le texte. Donc, je vais vous le... Est-ce que je peux vous l'envoyer? Parce que moi, je l'ai en... Dans le texte, essayez juste de repérer, de l'écrire sur un papier, de repérer les mots phrases tendres. Donc, j'ai mis un petit chaton. Quelque chose qui vous paraît tendre et sympa. Et ensuite, les mots des phrases dures, quelque chose qui vous paraît plus dur. C'est sachant que chacun a sa propre sensibilité. Et en plus, après, on le lira. Donc là, je vous donne juste, on va dire, 2-3 minutes pour le... Donc, vous faites deux colonnes avec avec d'un côté des mots ou des phrases qui vous ont paru tendres, et des mots ou des phrases qui vous ont paru durs un petit peu. Voilà. Est-ce que vous avez compris? J'ai compris, mais j'ai une question. Voilà. Dans votre poème, il y a, par exemple, vous utilisez Naples. Pourquoi vous utilisez Naples? Ça signifie quoi? Pour moi, le Naples, ça signifie la Méditerranée. Oui. Ça signifie la Méditerranée. Ça signifie aussi, pourquoi je le dis, parce que pour moi, alors là, ça n'apparaît pas absolument dans le texte, mais c'est dans le fond. En Grenoble, vous avez la moitié de la ville qui est d'origine italienne. Je ne le mets pas dans le texte, ça ne concerne que moi. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, on va écrire des choses, vous allez mettre des choses de vous, que vous allez le savoir, vous n'êtes pas obligé de les dire. Et c'est la première fois où je vous raconte un peu le... Parce que j'ai mis juste le Naples. Pourquoi le Naples? Dans la moitié de Grenoble, ils ont des noms des familles d'origine italienne ou sicilienne. Donc, vivre à Grenoble, c'est aussi vivre en Italie. Oui, tout à fait. Et surtout dans le sud de l'Italie. Moi, j'ai envie de dire, oui. Voilà. Et quand je vous dis Naples, après, il y a Drôme. Il y a beaucoup de Dromois. Alors ça, c'est des villes qui sont à côté. Et moi, ce que je vous demandais, voilà. Donc, essayez juste, sans trop aller dans quelques-unes, je vous remets le texte. Voilà, vous avez le texte. Et essayez de faire deux colonnes. Donc, assez vite, hein, on ne va pas prendre trop de temps parce qu'on va après passer à autre chose. Juste, voilà, 3 minutes. Et d'un côté, vous dites des mots qui vous ont paru un petit peu, ou des phrases entières qui vous ont paru dures, et d'autres phrases qui vous ont donné un peu de la sensation de tendresse, voilà, de légèreté. Il y a la dernière phrase aussi. Est-ce que ça va? On en lit quelques-uns? Qui veut lire?
Uh-huh. Peut-être qu'ils sont un peu timides, on peut donner la parole. Ouais. Super. Mhm. Alors, pour les phrases ou bien les mots un peu durs, Mhm. je peux dire par exemple la tête de Marx, parce Oui. que ça a aussi le sens de la mort aussi, là. Et donc, ça pose une idée vraiment très forte pour moi. Mhm. Et donc, oui, vraiment, cela, je peux dire. Aussi, donc, arracher l'astre, ça me semble dur aussi, mais c'est aussi vraiment très poétique et d'une façon douce. Mais donc, arracher quelque chose et arracher l'âme, l'astre. Ensuite, je peux donner quelques exemples pour la tendresse. Par exemple, voilà, se noirer dans un petit verre. C'est en fait une phrase, madame, que j'ai pas pu peut-être donc très bien comprendre le sens de. Mhm. Donc, c'est pas un sens figuré, quelque chose de plus profond, je crois. Mhm. Il y a écouter le bon vin et manger la bonne musique. Ça, c'est mon. Donc, oui, ça, c'est mon favori, je peux dire. Uh-huh. Voilà, donc merci. Merci beaucoup. Oui. Merci. Ouais, c'est très bien. Et d'ailleurs, là, vous me dites des choses et je commence à voir des choses dedans que je n'ai pas vues avant. C'est vrai que la tête de Marx, c'est vraiment violent, quoi. Et ça renvoie à la tête. C'est exactement ça. Il y a d'autres... Quelqu'un encore? Ah, Pour les mots et les phrases tendres, j'ai noté la bonne musique, la pluie, mois d'août, petite chèvre, chaton, griffe, s'endort, tout chaud encore, et puis fin de l'été. De plus, cette phrase avec un petit verre, il est où? Mais oui. ce nourra dans un petit verre. Il y a le petit verre qui peut être compté comme un mot tendre, mais en même temps, il y a une opposition car se noyer dans un petit verre. Uh-huh. Cette phrase peut être aussi considérée comme une phrase dure. Oui. Puis moi, j'avais noté comme des phrases et des mots durs, le plus froid corridor, mais j'ouvre. Puis j'ouvre la porte, c'est ça, non? Mhm. Puis s'ouvre la mer. Ces phrases-là, puis se casse la porte, étaient un peu dures pour moi. Mhm. Donc j'ai noté ceci. Très intéressant, c'est que vous avez noté aussi des phrases qui sont ambiguës, en fait. Il y a de l'ambiguïté. En fait, je ne les avais pas considérées comme ambiguës, mais comme des oppositions plutôt Ah, littéraires. Car, d'accord. comme vous le savez mieux, il y a les oppositions qui sont aussi intéressantes dans la littérature. Et par exemple, avec la phrase « mais ce n'aura dans un petit verre », j'ai dit « ah, c'est impressionnant, c'est intéressant ». Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Comment on peut se noie dans quelque chose de petit, ouais. Hyper bon. Bah, très bien. Il y a quelqu'un d'autre? Je dois dire que ce que je distingue, c'est que pour donner l'exemple, la phrase dure, on peut dire une minute, toutes les sentences du Zoroastre sur le front, parce que Zoroastre est comment je peux dire, comme du pape d'une religion, en fait, du Zoroastre, et il a du sentence, et je pense que c'est un cas un peu dur. Et après, mais avant, il y a avec son livre sacré, son Avesta, c'est dur, c'est pas dur, c'est doux. Et je pense que vous faites un exhorte, je pense, je sais pas. Ce que je distingue, c'est ça. Ok. Oui, 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 exactement. Merci. Alors, bah, merci beaucoup. On va passer à un deuxième. Et du coup, c'est vous qui allez vous lancer dans l'écriture. Donc là, on a travaillé autour des mémos. Vous pouvez toujours vous inspirer de ce texte-là, mais partir sur autre chose. Donc, première étape, trouver des mots relatifs à soi, aux autres. Donc là, j'ai mis d'un côté les jeux, de côté les autres. Donc, c'est ce que j'ai essayé de voir dans mon texte. Donc, notez
dans tout ce qui est je, moi, toutes les choses qui vous représentent, les objets, les lieux, les pays que j'aime, ou d'où je viens, ou d'où je peux venir. Alors, sachant que ça peut être en personnage, vous pouvez partir sur un personnage imaginaire, vous n'êtes pas obligé de parler de vous. Donc, vous pouvez parler de quelqu'un qui est russe, de quelqu'un qui est italien, voilà. Et après, les autres, c'est-à-dire quelques mots qui représentent les lieux, les choses, les objets que les gens que vous aimez, détester même, ou qui vous aiment, qui les représentent aussi. Donc, vous avez, voilà, donc faites cette liste un petit peu, et dedans, là, je ne l'ai pas noté là-dessus, mais je vous le dis quand même, là-dedans aussi, intégrer à la fois les mots qui peuvent être durs. N'ayez pas peur d'aller dans quelque chose de dur. Là, j'ai mis mots, mais ça peut être aussi des phrases entières, comme arracher quelque chose. Voilà. N'ayez pas peur d'aller à la fois dans quelque chose de dur et dans quelque chose de doux. Voilà. Donc, écrivez quelques mots comme ça. Pour l'instant, on les intègre pas dans un texte. On lui marque juste des phrases par-ci, par-là. Et ensuite, on verra comment on va les intégrer au sein d'un seul texte d'une façon rythmique. Je vous laisse. Alors ensuite, l'idée, c'est qu'on va le lire, on va le lire à haute voix, ceux qui veulent, et sans dire ce que j'appartiens à moi ou aux autres. Donc, on va défiler juste les mots, et là-dedans, après, c'est aux auteurs, c'est-à-dire enfin, à l'auditeur, au lecteur, à moi, de deviner si vous parlez de vous ou de quelqu'un d'autre. Je vous laisse 5 minutes. Alors là, quand vous écrivez vos mots, dites-vous que ces mots-là, ils vont pas forcément, c'est pas parce que vous écrivez ce mot-là qu'il va forcément trouver sa place au sein du texte. Peut-être qu'au moment où vous allez compiler et finir votre texte, vous allez peut-être enlever ce mot. Mais il pourra quand même vous inspirer à un moment donné. C'est aussi ça l'atelier. C'est à un moment donné, voilà, de couper, d'enlever. Mais là, juste, on cherche ces outils du langage et ces mots sur lesquels on s'appuie.
Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un veut lire ces mots? Ah, on écrivait seulement des mots, madame. Ah, les mots, les phrases? Ah, d'accord. Oui, oui, c'est vraiment, c'est très libre. Hein. C'est comme dans le texte que je viens de vous lire. C'est vraiment, vous êtes libre. Madame, je peux commencer, mais Oui, allez-y. je crois que j'ai mal compris, mais on va essayer. Allez-y. Pour je, j'ai écrit l'âge, la nature, s'enrouler, l'âge, Montpellier, l'âge, Hollande, liberté, être femme, photographie, les animaux, l'être. Très bien. Et les autres sont les mensonges, être en retard, la perte, l'âne, les réseaux sociaux, c'est tout. Très bien. Parfait. Très bien. Je peux lire aussi. Allez-y. Le chocolat, les moments, la photographie, la pluie, Pattaya, Florence, café turc, musique, poésie, l'amitié, l'amour, le travail, les nuages, la mer, les obstacles, les frontières et la brume. Très bien. Alors là, la brume à la fin, trop bien. Gardez bien ce mot, il est... Ouais. D'accord, merci. Ça peut être une bonne chute avec la brume. Allez-y. Pour moi, j'ai écrit femme, réfléchir pour être, différence, surréalisme, Smyrne, se trouver, bouquin, un stylo, la mer, le castor, la connaissance. Puis pour les autres, j'ai mis les séries télévisées, la religion, la nationalité, tout savoir, tout vouloir, Istanbul, optimisme sous-estimé et la littérature contemporaine. Très bien. Tout savoir, tout vouloir. C'est un bon mot sur lequel vous pouvez vous appuyer après. Ouais, c'est un peu ce qu'on reproche aussi aux autres, souvent. Puis c'est... Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai écrit pour je, étudiant, veut travailler contre le réchauffement climatique, après une carrière académique, après la passion aux littératures, surtout du roman, par exemple, The Tale of Two Cities, je ne sais pas en français. C'est un roman de Charles Dickens. Après, le Lys du Valais. Après, la République du Platon. En fait, c'est pas un roman, mais quand même, je l'ai écrit. Après, passionnée de faire des recherches, j'ai écrit, c'est tout. Après, pour les autres, j'ai dit végétarien, russe. Après, les séries télévisées, les shows de réalité, vous savez. Après, ignorance. Après, la haine. Oui, j'ai dit tout. Ok, parfait. Très, très bien. J'aime bien aussi que vous dites, moi, par exemple, je parle de Tchekhov dans mon texte. Vous allez plus loin, vous allez carrément dire les titres des livres que vous aimez. Ça, c'est aussi fort, d'aller dans les détails. Quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux? Oui, allez-y. J'ai écrit pour moi voyager, la connaissance culturelle, une pianiste, la curiosité, la confiance, la fidélité, manger des carottes, caresser des chatons, se balader, faire du vélo, paniquer tout de suite, être ambitieux. Très bien. Ok, très bien. Alors, bravo, merci de cette participation. Donc, vous gardez bien cette liste, parce qu'on va passer à autre chose, donc à la deuxième partie. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mon texte, je l'ai fini. Chacun viendra avec son bout d'identité. Chaton, petite chèvre, griffe, s'endort. Ça, c'est la fin du texte.
Et je vais vous demander, peut-être pas tout de suite, là vous prenez le temps, on ne va pas le faire tout de suite, juste gardez-le dans le coin de votre tête. Moi j'avais chaton, petite chèvre, vous allez avoir votre animal, votre totem, on va dire. Donc là j'ai mis zèbre, éléphant, caméléon, mais peut-être que c'est à la fin du texte elle va vous venir, cet animal. Moi je sais que ma petite chèvre, elle est venue à la fin. Donc, quand je commençais à parler de l'amour, au début de l'amour, à la fin de l'été, à travers chacun viendra avec son bout d'identité. Et cette identité-là, pour moi, je voyais l'image de la chèvre. Peut-être que vous, vous verrez notre animal. Juste gardez-le, notez-le. Vous verrez ensuite quand vous allez écrire, quand on avancer un peu plus dans l'écriture. Donc là, j'ai barré un chaton, petite chèvre, Gryffindor parce que c'est ma phrase à moi. Vous allez avoir un autre animal et qui va avoir d'autres verbes avec. Donc moi, il a griffé, il s'est endormi. Vous, il va peut-être faire autre chose. S'enfuir dans la brume, par exemple. Donc, pour ceux qui a parlé de la brume. Donc voilà, c'est à vous de voir. Alors, on va parler un peu du rythme dans le texte. Pour moi, il y a deux choses importantes. Et dans l'islam, donc vous avez vu, le texte il est assez rythmé. Souvent, les textes des slameurs sont rythmés. Les textes des poètes aussi. Mais dans l'islam, c'est très important. Il y a quelque chose du côté du rythme qui se crée. Donc, pour moi, il y a deux choses importantes que moi j'utilise et d'autres slameurs utilisent. Vous pouvez aussi imaginer d'autres choses. Alors, ce n'est pas une obligation. Donc, si vous n'arrivez pas tout à l'heure, aujourd'hui, écrire comme ça, là, tout de suite, dans un quart d'heure qui vient, ce n'est pas grave. Vous pouvez partir sur des choses plus douces. Mais je vais vous dire quand même, voilà, c'est deux petites astuces qui vous permettent d'avoir un texte rythmé. Donc, la première, c'est énumération qui rythme le texte. Le fait d'énumérer les choses. De dire il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça énumère ça. C'est comme si vous avez eu un tissu que vous déroulez. Donc là, par exemple, en bleu, j'ai mis les verbes. Je sortirai, j'arriverai, je dirai. Ah, ça a un petit peu bougé. Et en jour, j'arriverai. Donc voilà. Et en rouge, j'ai mis les objets. Donc il y avait la croix de vieux croyants, la tête de masse, les nez de Tchoukov. Je les énumère comme ça. Donc le fait d'énumérer les choses permet de rythmer. Donc là, voilà, donc j'ai mis en bleu les verbes, en rouge les objets. Donc là, vous avez déjà les objets, vous avez déjà dans votre banque de mots que vous venez d'écrire. Mais vous pouvez aussi ajouter des verbes un peu plus. Je sortirai, je viendrai, je dirai, voilà, il y a tout ça. Ensuite, il y a les rimes intégrées. Ah, c'est une rime, pardon, j'ai une petite faute, mais bon. Alors, l'idée, ce n'est pas dans le texte plutôt classique, dans alexandrin, tout ça. Vous avez toujours les rimes à la fin. Quand la phrase se termine, il y a une rime qui arrive. Dans l'écriture contemporaine et surtout dans l'islam, dans le rap aussi, les rimes, elles viennent souvent peu importe où, en fait. Il s'agit d'assonance, c'est-à-dire que là, n'attendez pas forcément la fin de la phrase pour que ça sonne. Là, dans la deuxième partie du vers, voilà, je vous ai noté les choses. Donc, vous avez avesta, sentence. Ça sonne un petit peu, c'est plutôt les assonances. On n'est pas vraiment dans le verbe, on a quelque chose de l'ordre de l'assonance. Toutes les sentences de Zarastre. Donc, sentence, Zarastre, avesta, on est dans la même sonorité pour les trois mots. Donc, je les ai mis je les ai soulignés. Ensuite, vous avez sur le front, pardon. Donc, tout de suite, vous pouvez très bien, en fait, rimer tout de suite, en fait, sans forcément attendre qu'il y ait une phrase qui se déroule. Et ça donne toutes les sentences de Zarastre sur le front, viendra, dira pardon. Donc, en fait, et ensuite, vous continuez la phrase. Pardon arrachera votre astre. Donc, l'idée, c'est de mettre aussi de la rythmique, de la rime à l'intérieur du texte lui-même. Est-ce que c'est assez, parce que c'est un peu technique, je ne sais pas si ça vous parle, si vous arrivez à capter un peu les choses. Et puis voilà, donc il y a des mots qui sonnent aussi un peu, qui ont un petit peu la même sonorité. Alors là, pour le coup, je me suis retrouvée avec trois mots, avesta, sentence, zarastre, qui sonnent un peu de la même façon, sans forcément être rimés d'une façon exacte, mais ils sonnent un peu pareil au sein du même texte qui renvoie à la même réalité, en fait.
Donc, Zoroastre qui rime avec astre aussi, donc, alors que la phrase ne finit pas par Zoroastre. Donc, on a Zoroastre sur le front. Arrachera votre astre. Voilà, donc l'idée, c'est de se dire que n'est pas attendre la fin de la phrase. Voilà. Alors, voilà, donc on garde deux choses ici, donc énumération des verbes, des noms, et les rimes qui sont intégrées, les assonances à l'intérieur. Ne cherchez pas forcément à rimer à la fin des phrases, même si ça peut arriver d'ailleurs, parce que voilà, même dans mon texte, je le fais aussi. Voilà. Ensuite, voilà. Donc là, on va passer au travail d'écriture, construire un texte. Sachant qu'on n'aura pas forcément le temps aujourd'hui de le faire tous, hein. Peut-être il y en a qui sont plus longs. Vous pouvez très bien continuer à la maison et ensuite vous donner à votre professeur, comme ça il m'envoie et moi je peux aussi faire mon retour. Donc, on construit un texte. Donc, dans le début, on va tous partir sur cette phrase, toujours la même, et moi aussi on joue, je. Donc là, je vous laisse inventer ce que vous allez faire un jour. De mots, et donc là, j'ai mis des petits points, donc c'est pour vous aussi de remplir avec vos mots, y compris ceux que vous venez d'écrire. Ensuite, vous notez les objets, les lieux, les livres. Dedans, vous mettez les verbes et les noms. Donc, tout ce que vous venez d'énumérer d'ailleurs dans ce que vous avez écrit tout à l'heure. Et ensuite, à la fin, vous avez un nom d'animal ou plusieurs noms. Hein, et vous avez donc le verbe qui peut aller avec. Griffe, s'endort. Un peu comme, voilà, comme ici. J'attends cette chèvre. Ah oui? Pour la fin, est-ce que ça doit être un animal ou bien est-ce qu'on peut utiliser un nom d'une fleur? Ah oui, carrément, clairement. Oui, bien sûr. Ça, très bonne remarque. Donc là, je suis partie sur les animaux, mais vous pouvez très bien imaginer quelque chose qui va vous représenter, mais qui est de l'ordre voilà, de la nature non vivante. Hein. Donc, ça peut être en fleuve, en oiseau, une plante que vous pouvez personnifier. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais même la brume, en soi, c'est une belle image aussi de l'identité. En plus, quand on dit brume, si là, on parle d'identité, des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas chez les autres. Et le mot brume, il est assez fort. Je trouve qu'il est même plus fort que ma chèvre. Là, il y a plein de choses. C'est sortir de la brume, être dans la brume, être flou, l'idée de flottement, l'idée de... Voilà, ça, c'est à vous de... Alors, vous pouvez prendre ma première phrase. Hein, donc, en gros, vous avez deux phrases. Donc, la première est « moi aussi on joue ». Donc, tout le monde commencera son texte par « et moi aussi on joue ». Ensuite, le contenu au milieu, c'est chacun son contenu. Et à la fin, c'est terminé par ça. Chacun viendra avec son bout d'identité. Gardez cette phrase pour qu'on entende le mot « identité ». Comme ça, vous vous appuyez aussi là-dessus. Et ensuite, vous ajoutez votre animal, votre objet que vous aimez, votre plante, votre fleuve. Voilà. Est-ce que vous pensez que... Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout là maintenant, mais si vous enfin, tout peaufiner, mais déjà commencer un petit bout. Et ensuite, on en fera la lecture, si ça vous va. Et n'oubliez voilà, de réfléchir à ça, d'énumérer, comme je vous dis là ici, et chercher aussi des rimes qui ne sont pas forcément à la fin des phrases. Et qui permettent en fait de créer des l'élan. Parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que quand une rime n'arrive pas à la fin de phrase, elle crée en effet des non-entendus. On ne s'entend pas. On est surpris, quoi. Quelqu'un qui écoute, il est surpris. On n'est pas dans les rythmes classiques, quoi. Voilà. Alors, je vous laisse. Il est midi 21. Sylvie, qu'est-ce qu'on... Alors, ce qu'on peut faire, c'est que là, maintenant, comme les élèves, ils ont le canevas, le modèle, on peut peut-être, nous, voir avec nos élèves comment ils peuvent finaliser leur texte. Voilà. Et ensuite, une fois qu'ils nous l'envoient, on peut te le transmettre pour
pour partager ça avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, mes autres collègues? Oui, ça serait bien. Ouais, je vous envoie le PowerPoint, comme ça, chacun l'aura. D'accord. Et puis, ce qui serait bien aussi, je ne sais pas si c'est possible, peut-être de se reconnecter à un moment donné, que vous me lisiez ou que vous vous enregistrez. Ça peut être pas mal aussi, de s'enregistrer, de m'envoyer un enregistrement de texte dit. D'accord. On peut essayer de le faire. Donc là, on a chaque prof, on a 2-3 élèves. Donc moi, je m'occuperai de mes élèves. Okay. Si tu peux partager, par exemple, le PowerPoint, et puis moi, je partage avec mes collègues. Oui. Et mes collègues voient après avec leurs élèves comment bien construire leur texte et leur demander. Par exemple, si on nous envoie par WhatsApp un audio enregistrement sur WhatsApp et que je te les transmets ou que mes collègues te les transmettent, c'est bon? C'est pas être bon. Et moi, je peux, en fait, du coup, sur chaque texte, donner, voilà, de faire un retour. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Un peu comme vous avez fait tout à l'heure pour mon texte à moi. Hein. C'était donc, du coup, on change de place. C'est vous qui avez envoyé vos textes et moi, je vous fais un retour sur ce que j'ai ressenti. Oui, ça serait bien. Vous en pensez quoi? Laurent ou Super. Bah, si, ce serait génial d'avoir un retour et de pouvoir... Marie-Françoise? Oui, moi aussi, je pense que ce serait vraiment très bien. On va aussi, dans la classe, on va pouvoir aussi remettre ça un peu aussi en route, peut-être avec d'autres élèves aussi en classe. Oui, c'est vraiment, franchement, c'est très... Et puis, c'est enregistré, c'est un bon exercice. Hein. Ils peuvent très bien, vous pouvez très bien aussi, je m'adresse aux élèves, de vous enregistrer, même si là, tout de suite, vous ne sentez pas peut-être le dire comme ça devant tout le monde, même devant l'écran, mais quand vous êtes tout seul avec votre micro, avec votre téléphone, vous vous enregistrez, vous êtes seul, quoi. Donc, il n'y a personne qui vous... Et puis, vous pouvez très bien, si ça ne vous plaît pas, d'enregistrer deuxième, troisième fois et donner une version plus propre. Voilà. Merci. Est-ce que nos élèves ont des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Rengine qui a levé la main. En fait, c'est plutôt une question personnelle, mais comme vous le savez, généralement, on pense que les éléments que vous avez nommés comme, entre guillemets, notre grande identité, sont des éléments qui nous empêchent d'exister. Ce sont des éléments souvent qu'on voit comme les éléments qui nous bloquent, qui bloquent notre petite identité ou même notre vraie identité. Mais quand on a lu votre texte, on n'a pas, au moins moi, je n'ai pas pensé que vous aviez vu ces éléments comme des éléments qui vous empêchaient d'être. Donc, j'ai voulu vous poser cette question afin de comprendre votre point de vue à propos de cette situation d'identité. Oui, alors, je suis d'accord avec vous, complètement. Alors, moi, dans ce texte-là que j'ai écrit, mais ça, c'est personnel, je ne me sentais pas forcément assez forte, assez bien pour le dire comme ça ouvertement, comme vous le dites maintenant. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas obligatoire de le faire. Enfin, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible, moi, je n'arrivais pas. C'est-à-dire que je n'arrivais pas pour plusieurs raisons. Peut-être, je l'ai écrit il y a quelques années, hein, il y a 3-4-5 ans, ce texte. Donc là, maintenant, j'aurais peut-être pu aller plus fortement. Mais je suis d'accord. En fait, la poésie va toujours défendre la petite identité, en tout cas telle que moi je la conçois. C'est toujours plus important, à mon avis. Là, il y a grande identité, petite identité. Il y a aussi grande histoire et petite histoire. Par exemple, en France, il y a une école même des historiens qui s'est formée, qui s'appelle l'école des Annales, qui s'est intéressée aux petites histoires, à l'histoire des quotidiens des gens. Et pas forcément qu'à l'histoire des rois, à l'histoire des empires, à l'histoire de tout ça. Donc, la façon dont on vit, la façon dont on vit nos endroits, l'endroit dont on investit nos endroits est très important en poésie. Il y a quelqu'un qui tout à l'heure a dit le café turc. Voilà, des objets comme ça qui nous caractérisent et qui nous font qu'on vit. Et la grande identité, c'est vrai qu'elle peut nous empêcher, il peut aussi nous empêcher aux autres de nous voir comme on est. Voilà. Mais c'est aussi des villes, c'est aussi
c'est aussi des villes, des lieux qu'on a quand même aimés. Et oui, moi, je ne le dis pas ouvertement comme ça, mais il y a quand même des indices. Je ne dis même pas que je suis russe dans ce texte. C'est ce que je vous dis tout au début, qu'il y a ce jeu-là, c'est-à-dire que voilà, je fais un jeu, quoi. Je ne dis pas ouvertement que je suis russe, mais on doit le deviner. Je cherche à deviner, en fait. Et les choses que j'énumère au début, Sainte-Russie, Tête de Marx, tout ça, oui, c'est pesant. Mais en même temps, voilà. Et à la fin, je finis par un truc très, très, très simple, qui pour moi, en fait, de l'ordre de... Parce que l'identité, ça peut être à la fois violent et doux. Si on est bien avec... Mais on a le droit de s'en défaire, on a le droit d'inventer une autre. Voilà. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Merci. Est-ce que vous utilisez la poésie comme un outil de résistance, de solidarité pour protester ou pour réunir les gens? Alors, il y a cette fonction-là. Ce qu'on fait, c'est ce que je montrais tout à l'heure à la bobine. Voilà, donc pour nous, bon là, c'est un peu le Covid, mais quand il n'y a pas de Covid, pour nous, l'objectif, c'est ça. C'est d'arriver à ça. Et c'est ça aussi le slam. Là, c'est moi qui ai parlé aujourd'hui. Donc, j'ai eu 1 heure avec vous. Mais quand je viens sur des scènes slam, c'est moi qui passe la parole aux autres aussi. Et donc, chacun a 5 minutes. Donc, ça, on peut dire que c'est une résistance. C'est-à-dire être ensemble, entendre. Là, vous avez tous les gens qui sont là. Il y a une centaine de personnes. Les gens vont venir avec des textes d'eux-mêmes ou les textes des autres et peut-être dire aussi les choses contraires. Mais il n'y a pas de... En fait, ce qui se passe aussi dans nos scènes, c'est qu'il n'y a pas de censure. La seule censure qu'on a dans le slam, c'est le temps, dans les scènes ouvertes. C'est-à-dire, à Paris, il ne faut pas que ça dépasse 3 minutes, mais dans d'autres villes de France où il y a moins de monde, il ne faut pas que ça dépasse 5 minutes. Donc, tu as 5 minutes pour dire ce que tu as à dire. Et oui, donc ça, c'est l'histoire de respect aussi. Se respecter et savoir écouter. Mais la résistance, oui, il passe aussi par l'envie de réunir, en fait, les gens. Et de donner aussi la parole. Et il n'y a pas de censure, en fait. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de censure. On peut parler aussi des choses tristes. Et la censure, elle peut toucher plein de trucs. Moi, je viens de Russie, par exemple, à l'époque soviétique. Il y avait une censure qui concernait la thématique. Par exemple, c'était mal vu de parler de soi, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui. C'était mal vu de parler de soi-même quand on est triste. Tout le monde devait être joyeux et tout le monde devait être en train de construire un avenir communiste, radieux. Et on n'avait pas le droit d'être triste, par exemple. Les poètes qui écrivaient sur la tristesse, qui étaient mélancoliques, et ils n'étaient pas publiés. C'était à l'époque de l'URSS. Voilà. Donc, les choses changent. Et en tout cas, je pense que tout a sa place, en fait. Chaque façon d'écrire a sa place dans le slam et dans la poésie. Il y a des gens qui vont aller dire des choses plus ouvertement et se positionner comme des personnes très engagées pour des causes, des différentes causes, l'égalité homme-femme. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus personnelles, qui vont parler des choses plus personnelles de leur petit monde. Et c'est bien aussi, en fait. C'est aussi, ça fait partie de découvertes et d'échanges humains. Merci. Est-ce qu'on a encore une petite question ou pas? Moi, j'ai des questions. Oui. Je voudrais dire que avant de commencer, ou bien pendant cet atelier, vous avez dit que le point, comment je peux dire, important, c'est dire autrement. Alors, notre langue, ce que les mots, ce que nous utilisons, forment en fait notre âme et notre conscience, en fait. Et en écrivant les poèmes, vous voulez construire, comment je peux dire, un monde commun, ou bien vous voulez, quel est votre but?
qu'est-ce qui vous pousse à écrire des poèmes et à faire du slam? Oui, très bonne question. Bah, merci beaucoup. Alors, alors c'est drôle parce que j'ai pensé, quand hier je me préparais, je pensais à en parler, de dire langue, âme collective et tout, et je me suis dit, oh là là, je ne veux pas le faire, ça fait trop, trop philosophique, trop... Et puis finalement, c'est vous qui en parlez. Moi, je pense qu'il y a, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une âme, chacun a son âme, chacun a son identité. Après, il y a quelque chose de collectif, quelque chose qui est autour de nous. Et la langue qu'on utilise, que ce soit la langue turque, la langue russe, la langue française, c'est comme une âme commune. Ça, je le pense très fort. Et en fait, ce qui me pousse, et c'est d'ailleurs, je l'ai dit d'ailleurs dans un... quand je parle de ce texte-là que je commence à lire, je dis une première phrase écrite, inventée en marchant dans Grenoble. Donc, quelque part, moi, ce qui me pousse, c'est aussi d'entendre en fait ce qui se dit dans la langue et les petits, les mots, les petits tics de langage, les choses qui ne se disent pas ouvertement. Moi, j'aime bien, par exemple, me poser dans un café. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a tout est fermé là, mais souvent, je me promène à Grenoble, je me pose dans un café avec mon carnet comme ça et je note ce que les gens disent. Et je m'appuie aussi un peu là-dessus. Donc, ouais, moi, ce qui me pousse, c'est ça, c'est de dire autrement les choses. Là, dans ce texte-là, j'ai essayé de dire ça, que chacun a son identité, chacun viendra avec son bout d'identité, tout petit, tout chaud. Et en fait, au final, la vraie identité, elle est bonne, elle est chaude, elle est petite, elle est aussi peureuse. Il y a aussi de la peur. Et cette peur-là, elle va donner soit des choses très, très, très graves, très dures, très violentes, soit des choses tendres. Et c'est aussi travailler avec les peurs. Pour moi, la poésie, il est aussi ça, en fait. Mon objectif, c'est aussi ça. C'est travailler avec les peurs qui se reflètent dans le langage et d'en faire, de les transformer. Pas de les bercer, de les calmer, mais d'en parler comme ça. Par exemple, dans ce texte-là, il y a quelqu'un qui a remarqué, voilà, j'ai dit arrachez votre astre. Donc, c'est ça aussi la peur qu'on a quand quelqu'un vient avec son identité chez nous. On a peur de lui et on a peur qu'il arrache quelque chose de nous-mêmes, alors qu'au final, il n'arrache rien, il ne fait qu'apporter aussi de son expérience. Et voilà, mais ça dépend. Il y a des gens qui sont très violents et qui arrachent aussi. Donc, moi, mon objectif, je pense que c'est ça, c'est travailler avec les peurs, en fait. Et d'en faire quelque chose qui sera de l'ordre de l'amour, plutôt. Mais pas gommer ces choses-là, les dire. Voilà. Mais merci en tout cas pour cette... Merci beaucoup, Katia. Vraiment, alors moi, j'ai vraiment été, je crois que mes collègues, pareil, j'ai vraiment été impressionnée par l'intervention de nos élèves. Je pense vraiment qu'ils ont produit quelque chose de très riche et leurs questions m'ont agréablement surprise, vraiment. Une approche très philosophique de la question et ça, c'était vraiment agréable. Je crois que c'est la question d'identité en fait qui nous pousse à ça, à philosopher un petit peu. Rengin, ce que tu as dit sur le fait que notre grande identité, effectivement, est peut-être un frein parfois à notre petite identité, ça, c'est quelque chose de fondamentalement vrai, malheureusement. On est trop coincé par les conventions sociales, morales, etc. C'est dommage qu'on n'ait pas eu assez de temps pour finir d'écrire et proposer à nos élèves de déclamer. Mais promis, on le fait chacun de notre côté avec nos élèves et on te transmet ça d'ici la semaine prochaine, par exemple. Et parce que là, on a un week-end de 3 jours cette semaine, mais d'ici la fin de la semaine prochaine, on essaie de t'envoyer ça, Katia, et on aimerait bien avoir des retours. Oui, et je vais faire un retour à chacun. Peut-être même aussi en m'enregistrant. Super, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. Je voudrais donner la parole à... Je voudrais donner la parole à Ushulsu, à notre coordinatrice Ava, si quelqu'un a envie d'intervenir, ou à notre collègue, rapidement. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était très enrichissant pour nous et nous espérons aussi que ce moment a été enrichissant pour vous aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci. Voilà.
Merci beaucoup, Katia. Et je vous envoie le PowerPoint du coup pour. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Katia. Au revoir. Au revoir.